Bonjour à tous, depuis la CCI française de Barcelone, en présence aujourd'hui de Benjamin Araou, directeur du French Desk du groupe BDO à Barcelone, en Espagne. Nous sommes réunis avec lui autour d'un thème qui nous a paru intéressant de partager avec vous. Comment réussir une opération de M&A, de fusion-acquisition en Espagne. C'est vrai que nous observons de nombreuses demandes à ce sujet et il y a une réelle expertise au sein du groupe BDO autour de ce thème et certainement de grandes tendances marché qui justifient qu'aujourd'hui les entreprises s'intéressent plus particulièrement à l'Espagne. Alors Benjamin, bonjour. Est-ce que c'est réellement une tendance du marché espagnol ? Est-ce qu'il y a des opportunités pour les entreprises françaises quand on parle de fusion-acquisition ou plus largement de M&A dans le concept ou le mot anglais? Quel est votre avis à ce sujet? Bonjour Véronique, bonjour à tous. Merci pour ta présentation, pour cette invitation à ce passionnant webinaire sur comment réussir une opération M&A en Espagne. Donc oui, pour situer un petit peu le contexte du marché M&A, on pense et on affirme que le marché M&A va être particulièrement cette année agité en Espagne, mais pas que en Espagne. Il y a plusieurs facteurs de conjoncture qui favorisent cette agitation, qui expliquent ce phénomène. D'abord parce que donc on est clairement sur un contexte de sortie de crise qui se confirme avec ce qui est prévu pour cette année 2021, une forte croissance du PIB, donc en Espagne mais aussi ailleurs en Europe, qui va favoriser des rapprochements et des opérations de fusion-acquisition cette année. On a aussi à l'échelle mondiale en ce moment plusieurs bonnes nouvelles qui rassurent les marchés. Avec quelques exemples qu'on peut nommer de ces bonnes nouvelles. C'est par exemple le départ de M. Trump, c'est par exemple l'arrivée du vaccin, c'est aussi de manière peut-être moins évidente, mais ça compte beaucoup à l'échelle macro, ce sont les bonnes performances de la Chine. Donc toutes ces bonnes nouvelles finalement favorisent un climat de confiance qui va lui-même favoriser un climat de relance et de croissance sur 2021. On peut aussi souligner d'autres facteurs, entre autres cet énorme consensus qu'il y a de la part de tous les gouvernements et de beaucoup d'institutions gouvernementales pour continuer à déployer à court et moyen terme les moyens nécessaires et les aides et toutes les aides possibles pour sortir de cette crise. Donc en Espagne notamment, on l'a vu en 2020 et ça va continuer sur 2021, ce sont des aides au financement, ce sont des aides sectorielles qui ont permis d'atténuer la crise sur 2021, qui vont être rapidement relayées par des aides européennes. Donc on les attend tous avec impatience. Ces aides européennes sont généreuses et auront également pour principal objectif accélérer la relance. Alors, une des principales conséquences de ces bonnes nouvelles et de ces aides, c'est qu'en ce moment, on a des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Donc ça, c'est le principal facteur qui explique pourquoi le marché M&A va être agité cette année en Espagne et ailleurs en Europe. Donc, pour remettre un petit peu également en contexte, on a, contrairement à la crise de 2008, des marchés qui sont résistants, des banques et des institutions qui jouent leur rôle, qui sont, on va dire, plutôt solides et généreuses, ce qui, globalement, favorise ces rapprochements et les investissements sur le marché des fusions-acquisitions. On a effectivement un contexte de crise et de post-crise où on pourrait penser que finalement c'est ce contexte de crise qui favorise les opérations de fusion-acquisition. En partie, on va avoir des prix revus à la baisse. On a effectivement ces taux d'intérêt très bas qui vont favoriser le marché M&A. Dans quel secteur on peut se poser la question? Il y en a évidemment il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres par la pandémie. On pourrait notamment mentionner le secteur du tourisme,
le secteur de l'immobilier, deux secteurs qui en Espagne ont toujours été moteurs de l'économie ici en Espagne. Donc, il y a et il va y avoir des affaires à faire dans ces secteurs impactés. Mais il y a aussi et surtout des opportunités à saisir dans d'autres secteurs, ces secteurs où on a mentionné un petit peu en stand-by. Donc, par exemple, dans notre clientèle du moment, on voit beaucoup en ce moment de mouvements dans le secteur des énergies renouvelables, avec un énorme engouement d'acteurs européens sur le marché espagnol dans ce secteur, en particulier le photovoltaïque. Donc, évidemment, en Espagne, on a une chose, il y a une chose qu'on ne manque pas, c'est bien du soleil. Et donc, effectivement, c'est un secteur en plein boom, avec beaucoup de spéculation aussi, il faut le dire, sur cette activité, mais qui va avoir tendance à se concentrer et qui va donner lieu à beaucoup d'opérations de fusion-acquisition. Il va y avoir aussi, évidemment, du mouvement dans d'autres secteurs, dans le tech et le digital. Alors, j'y reviendrai un petit peu plus tard tout à l'heure pour expliquer un petit peu l'écosystème des startups en Espagne, mais aussi dans d'autres secteurs plus traditionnels comme l'industrie pharmaceutique, les télécommunications, l'industrie agroalimentaire, etc. Benjamin, à vous entendre, en fait, sur les secteurs, donc hôtellerie, énergie renouvelable, agroalimentaire, pharmacie, on a quand même tendance à penser ou à croire qu'il s'agira de grandes entreprises, en fait, que c'est un tissu qui est composé plutôt de grands acteurs. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce qu'effectivement en Espagne, le tissu est suffisamment diversifié également en taille pour intéresser non pas seulement les grands groupes, mais également des entreprises de taille intermédiaire qui pourraient avoir des idées ou des projets d'acquisition? Alors, c'est très, très, très bonne question, Véronique, merci. Effectivement, le marché M&A va être agité au niveau des grands groupes. C'est ce qu'on a déjà vu sur le secteur bancaire l'année dernière, sur des grandes opérations de fusion, acquisition également dans les télécommunications. Mais il faut souligner, et c'est important de comprendre cette donne en Espagne, le tissu économique, effectivement, est principalement composé de PME. Souvent, ce sont des PME familiales, et c'est sur ce segment du marché, on va dire davantage mid-market, qu'il va y avoir des mouvements en M&A cette année. Quelles sont ces PME familiales? Finalement, elles ont une certaine notoriété dans leur région, ou même parfois à l'échelle nationale. D'ailleurs, de plus en plus présentes à l'échelle internationale. Donc, en période de crise, ces PME peuvent souffrir d'une manière ou d'une autre des limites du cadre familial dans l'actionnariat ou dans la façon de penser et de faire du business. Et donc, il va y avoir, en cette période de crise, des remises en question. On l'a vu en 2008, mais pas dans le même contexte. Là, on va avoir cette remise en question qui va pouvoir donner lieu à des ouvertures de capitaux dans des opérations de partenaires qui partagent, on va dire, ces mêmes valeurs. Donc des partenaires financiers ou des partenaires stratégiques pour consolider les finances ou pour consolider un positionnement sur le marché. Donc dans notre clientèle, on a effectivement, on assiste à pas mal de mariages, ou on va dire tentative de mariage. On va peut-être l'expliquer un petit peu plus tard en détail. C'est pas forcément facile de s'entendre sur les objectifs d'un projet de fusion-acquisition. Mais effectivement, voilà, d'un point de vue culturel, il y a ces aspects un petit peu intangibles qu'il faut mesurer pour bien préparer son deal. Mais on peut effectivement, pour remettre un petit peu dans le contexte 2021, s'attendre à pas mal de mouvements M&A sur ce type de PME familiale. Alors ça, c'est très intéressant parce que là, du coup, on passe du grand groupe éventuellement acquéreur à la PME familiale éventuellement vendeur en fait de ses actifs ou de son fonds.
Et la question qui viendrait là-dessus, ce serait de dire, mais alors, qu'est-ce qui fait que le mariage peut être heureux ou qu'est-ce qu'il faut faire pour que le mariage puisse être un mariage heureux? Quelles sont les étapes pour réussir une fusion-acquisition ou tout simplement un rapprochement avec une entreprise familiale espagnole si c'est le cœur de cible qu'on vise? Alors, effectivement, il va y avoir plusieurs étapes dans ce rapprochement entre deux sociétés sur une opération de fusion-acquisition. On va y revenir tout à l'heure en détail avec éventuellement la participation de Alban sur le descriptif de ces étapes d'une opération de fusion-acquisition. Mais on peut effectivement souligner trois grandes étapes. La première, c'est l'approche informelle. On s'est connus sur un salon, on se connaît par écho, on a été mis en relation par des boutiques M&A, on a cette première tentative d'approche qui va être la signature en général d'un NDA, Non-Disclosure Agreement, qui va permettre d'entamer des discussions. Et puis, à partir du moment où on est plus ou moins d'accord sur le fait qu'on va essayer de mieux se connaître, on va entamer une période de due diligence qui va consister à vérifier en détail quelle est la réalité financière, quelle est la réalité stratégique, commerciale, technique, etc. de cette société ciblée et pour mieux finalement comprendre à qui on s'adresse. Pour pouvoir également aussi nous mettre d'accord sur un prix. On va commencer à discuter prix. Donc cette due diligence, on va encore une fois en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais elle est indispensable pour mieux connaître son potentiel partenaire et éviter les mauvaises surprises. Ce sera cette deuxième étape cruciale. Et donc la troisième étape, une fois qu'on a une photo objective et réaliste, la plus réaliste possible de cette situation, de cette réalité économique et stratégique de la cible, nous mettre d'accord sur un deal. Et un deal, c'est pas simplement se mettre d'accord sur le prix, c'est aussi et surtout sur l'après-deal. Comment est-ce qu'on va fonctionner? Qui va prendre les décisions de quoi? Et quel est notre réel intérêt à nous mettre ensemble finalement. Donc, on comprend qu'il y a vraiment des étapes qu'on appelle en espagnol imprescindibles, ce qu'il faut suivre vraiment au pied de la lettre. On ne peut pas faire n'importe quoi, mais ça, je pense que effectivement, les entreprises intéressées le savent. Elles ont souvent de l'expérience sur des opérations similaires dans d'autres marchés. Mais le marché espagnol n'échappe pas à la règle. Donc, il y a la due diligence, qu'elle soit fiscale, juridique, fiscale, sociale. Et il y a évidemment l'ensemble des agréments qui font qu'on est sur la confidentialité et puis finalement sur un audit d'évaluation et un accord qui arrivera à la signature. Donc ça paraît clair. On sent bien qu'en Espagne, on est très structuré. Je crois savoir aussi que sur les aspects fiscaux, on est même extrêmement contrôlé et sévère en Espagne. On pourrait penser le contraire. Culturellement, parfois, on se dit l'Espagne, c'est un pays de proximité, sympa, ça va être plus simple qu'ailleurs. Et en fait, non, c'est extrêmement structuré. Ce qui m'intéresserait pour conclure, c'est quand même un point de vue peut-être un peu plus personnel, des différences culturelles entre la France et l'Espagne, ou pour les entreprises qui auraient une expérience sur un autre pays, la différence de ces autres pays d'avec l'Espagne. C'est quoi les spécificités de l'Espagne? À quoi il faut faire attention réellement dans une discussion de rapprochement avec une entreprise, par exemple familiale espagnole? Ça sera peut-être le mot de la fin, en tous les cas, nous donner l'opinion de attention, faites ça, ne faites pas ça, et plutôt par rapport à votre expérience, Benjamin.
Alors, ça va vraiment dépendre de beaucoup de situations, hein. Mais c'est vrai que culturellement, il y a, même si on est pays voisin et pays copains, beaucoup d'intérêt à essayer de tenter ces rapprochements. Au fur et à mesure où on va commencer à discuter, on va se rendre compte des distances. Donc, j'essaierai peut-être de mettre en avant différentes tendances habituelles sur le marché du M&A en Espagne. La première, c'est celle qu'on mentionnait tout à l'heure. On est sur un tissu économique principalement composé de PME familiales. Il va y avoir la composante humaine, familiale des négociations qui va peser beaucoup dans l'après-deal surtout, et qu'il faut essayer de bien comprendre, hein. En général, une PME familiale, c'est tout l'univers de cette famille qui parfois a travaillé autour de ce projet, de cette société pendant plusieurs générations. Donc, bien comprendre ces enjeux-là. La deuxième tendance, c'est si on est par exemple sur un cas de figure d'un groupe qui se rapproche d'une start-up. Et il y a en ce moment une effervescence des start-up en Espagne assez incroyable, avec un énorme potentiel qui voit les investisseurs étrangers pour des investissements ou pour leur croissance externe. On va avoir ces groupes qui, on va dire, mènent une activité plutôt traditionnelle, qui visent à diversifier leurs activités, qui visent directement à booster leur transformation digitale, qui découvrent l'Espagne comme un véritable Eldorado d'opportunités. Là encore, quels sont ces enjeux entre un grand groupe et une start-up? Est-ce que le gros mange le petit? Comment le petit va défendre ses intérêts et ses atouts par rapport à ce qu'il apporte au gros? Donc, dans le deal, surtout, on va dire, dans le deal financier de ces opérations, c'est là que l'enjeu est de taille, et c'est là que le clash peut éventuellement avoir lieu sur des possibles négociations. Une troisième particularité, peut-être, sur ce marché du M&A en Espagne, c'est les ambitions des uns et des autres sur le marché qui va être, on va dire, le marché naturel propre à l'Espagne, mais l'Espagne a aussi cet avantage et cet énorme ADN, je dirais, hein, dans ses performances de commerce à l'international. Alors par proximité culturelle, hein, par exemple, ou géographique avec les pays méditerranéens, et puis aussi par proximité historique et culturelle avec les pays d'Amérique latine. Donc, encore une fois, dans le deal, on va être sur qui assume ce rôle dans la représentation de notre union à l'international, et qui va emporter le projet. Voilà, se mettre d'accord sur ces éléments-là, c'est très important. Et puis peut-être une quatrième tendance qui est nouveau, hein, on va dire quelque chose d'assez habituel. Ce sont ces groupes français ou autres étrangers assez opportunistes, entre guillemets, qui viennent faire des économies de coûts en Espagne. Donc, sans forcément parler de délocalisation, hein, mais plutôt, on va dire, de relocalisation, qui viennent cibler des unités des petites sociétés ou des unités de production en Espagne, en vue de faire ces économies de coûts. Là encore, voilà, il faut quand même arriver à concilier les intérêts de tout le monde, et si l'unique perspective est celle de l'économie de coûts, on peut aussi se retrouver en face d'une situation de complications, soit dans la négociation, soit dans l'après-deal,
sur le mode de fonctionnement du futur groupe en Espagne. Donc, pour résumer, on a différentes particularités propres à ces opérations de fusion-acquisition en Espagne qui vont avoir du sens pour mettre en commun des outils, qui vont avoir du sens pour mettre en commun des savoir-faire, des ressources, pour booster l'innovation, pour développer l'activité commerciale internationale. Ça peut être sur le papier quelque chose de très attirant. Dans la réalité des faits, ça prend du temps. Ça prend du temps. La négociation peut prendre du temps et l'après-deal et cette réelle fusion des outils, des équipes, des process, etc. Pourra éventuellement prendre beaucoup de temps et je pense qu'il faut pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, mettre l'accent sur ça, ne pas sous-estimer le temps et les ressources à passer sur cet après-deal et sur voilà, comment bien nous entendre après le mariage. Merci Benjamin Raoult d'avoir partagé avec nous cette expérience et vos impressions en fait sur les avantages du marché espagnol pour réussir une opération de M&A. Pour les entreprises françaises, évidemment, que nous serons heureux d'accompagner grâce à vous, grâce à vos experts et grâce à votre savoir-faire. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.